Ok, ben bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir pour le lancement de ces classes virtuelles. Donc, merci d'être présents. Donc, petit rappel, je vous invite à vous renommer pour que nous puissions savoir qui est présent ce soir. On vous invite à mettre dans le chat d'où vous venez et quelle est votre humeur du jour. N'hésitez pas à poser les questions tout au long de la conférence. Je passe le relais à Francesca Rebasti, qui est la coordinatrice de la chaire, pour vous faire une petite présentation justement de la chaire et du projet de la chaire. Merci beaucoup. Je vais mettre en muet tous les micros et je vous inviterai à laisser comme ça le long de la conférence. Merci à vous. Merci. Ah, du coup, je t'ai mis en muet aussi, Francesca, désolée. Merci Camille pour cet accueil. Bonjour à toutes et à tous, je suis Francesca Rebasti et je coordonne avec Patrice Eid de l'association Alumni la chaire Ingénieur INSA Philosophe en Action pour agir de manière responsable. Créée en janvier 2020, cette chaire est le fruit d'un partenariat entre l'école et notamment l'Institut Gaston Berger, porteur de la chaire, les Centres des Humanités, l'association Alumni INSA Lyon, la Fondation INSA et INSA Valeurs. La chaire Alumni INSA Lyon vise à actualiser les modèles de formation humaniste légués par Gaston Berger par une réflexion confrontée aux réalités et aux problématiques des terrains grâce aux témoignages professionnels des alumni et notamment grâce à leur volonté de transmission et de partage. C'est dans le cadre des travaux de la chaire et de l'actualisation du modèle insalien que nous lançons ce soir avec vous un dispositif unique, des classes virtuelles proposées par des diplômés INSA et nourries de leur expérience de terrain sur la posture de l'ingénieur humaniste en situation professionnelle. Ces classes arrivent en complément de l'offre éducative proposée par l'école dans une perspective des formations tout au long de la vie, de création d'une véritable communauté de réflexion et de partage des bonnes pratiques. Elles s'adressent à des étudiants, d'enseignants, diplômés, bref, à tout esprit curieux, dans une démarche de co-construction où chaque participant est à la fois auteur de son propre apprentissage et vecteur du cheminement réflexif de toute la communauté. Les pilotes que nous allons mettre au banc d'essai portent sur la prospective sociétale. En effet, quand on parle de l'héritage de Gaston Berger, on ne peut que penser à l'approche prospective qui se situe au cœur du modèle humaniste des formations qu'il a conçu. Mais si cette approche, conçue à partir de 1955, est bien au cœur du modèle INSA, qu'est-ce que peut-elle nous apporter aujourd'hui dans un monde très différent par rapport à celui de l'époque et qui est désormais bouleversé par l'urgence écologique et par une crise économique, sociale, voire anthropologique profonde? Pourquoi et comment la prospective permettra-t-elle d'outiller la capacité d'action de l'ingénieur en situation face aux enjeux socio-écologiques? Dans la tentative de répondre à ces questions, nous nous sommes adressés à Pascal Poul, diplômé INSA, qui a consacré une dizaine d'années à l'innovation et la préparation d'avenir, pour qu'il puisse nous éclairer grâce à son expérience de terrain. Mobilisé dans la chaire et convaincu de la valeur de la prospective pour l'ingénieur responsable, Pascal a adhéré avec enthousiasme à un projet qui lui tient au cœur et qui a vu le jour il y a presque un an. Pascal, c'est grâce à ton implication que le projet peut aujourd'hui devenir une réalité. Merci, merci de la part de nous tous. Merci à Camille pour la mise en place de ces rencontres virtuelles et pour leur co-animation. Et merci également aux participants, car c'est grâce à vous, à vos remarques et propositions, bref, à votre contribution, que ces dispositifs pourront, on l'espère, évoluer par la suite. Mais sans plus tarder, je donne une bienvenue chaleureuse et la parole à Pascal. Pascal, merci beaucoup, c'est à toi. J'ai coupé ton micro aussi, Pascal, désolée. Oui, ce sont les aléas du direct, du coup. Voilà. Désolée. Voilà. Donc, si on me fait des blagues comme ça, on va pas arriver au bout. Alors, merci Francesca pour cette introduction qui met quand même légèrement la pression. Je ne savais pas que j'allais devoir éclairer tout ça, mais je vais quand même essayer. Alors, merci à tous d'être présents. Vous êtes des alumni comme moi et Camille. Vous êtes quelques étudiants. Merci de vous être mobilisés.
Des enseignants, ça c'est très précieux, donc merci à ceux qui ont pu se rendre disponibles. Et puis des gens qui sont extérieurs à la communauté INSA, mais qui ont trouvé intérêt à participer. Et c'est bien aussi un modèle dans lequel l'INSA est engagé depuis toujours de partager au-delà de son propre cercle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette session? Donc aujourd'hui, nous, c'est la session orange, l'intention de la prospective. Vous voyez que ça s'inscrit dans un parcours. Les 3 modules sont relativement autoportants, même si évidemment, c'est mieux de suivre tout le parcours. Donc aujourd'hui, l'intention de la prospective, c'est clairement de parler, mais pourquoi, dans quelle finalité fait-on de la prospective? Voilà. Donc aujourd'hui, on va pas aller sur le quoi, le comment. Ça, c'est la deuxième session, la session rouge, sur ce que ça délivre et comment est-ce qu'on peut s'y prendre, avec un partage à cette occasion de pratiques que j'ai pu avoir, mais aussi qu'on voit à l'extérieur. Donc, ça sera le 11 avril. Et puis, on clôturera par une troisième session, évidemment, qui est plus centrée sur la problématique telle que Francesca l'a rappelé, le devenir de la formation INSA dans ce contexte contemporain, avec une session qui est centrée un peu sur le rôle pour l'ingénieur en matière de prospective, mais pour que ceux qui ne sont pas ingénieurs autour du micro aujourd'hui ne s'enfuient pas tout de suite. On peut changer, on peut marquer quel rôle pour n'importe qui travaille en entreprise. Ça marche aussi très, très bien. Donc, ce n'est pas spécifiquement centré sur l'ingénieur, même si ça a vocation évidemment à parler en priorité à ceux d'entre nous qui sont passés par l'INSA. Alors, le programme du jour donc, va être animé donc, par moi-même. Donc, je suis diplômé de l'école. Et Camille, donc, il va assurer, alors plus que le back-office, parce qu'on va vraiment faire un binôme dans cette affaire-là. Et donc, Camille est à votre écoute sur le chat pour prendre vos questions au fur et à mesure. Il y a beaucoup de temps d'échange qui sont prévus, enfin, en tout cas de la durée d'échange, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure des exposés. Vous verrez que les diapos sont numérotés. Donc, par exemple, mettez le numéro de la diapo par rapport à une question que vous avez. Et tout ça permettra à Camille, lors de la petite session qu'on va se donner, de pouvoir faire des paquets ou remettre ça dans la perspective de l'exposé. Voilà, donc Camille est également alumni de l'école. Vous l'aviez vu sur le mini-site d'inscription, 2 grandes parties aujourd'hui. Un retour aux sources, Gaston Berger, l'école française de prospective. On va parler un petit peu de ça, de comprendre en fait la genèse de ce concept, de cette discipline, et puis ensuite se poser la question de OK, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est quoi la finalité pour une entreprise, pour une organisation de faire de la prospective? Entre les deux temps, donc on pourra prendre un petit moment pour échanger, et puis sinon en fin de session. Voilà donc l'organisation qu'on vous propose pour aujourd'hui, autour globalement d'une grosseur d'échange. Avant de démarrer, parce qu'on va essayer de regarder un petit peu l'apport, puisque c'est un dispositif qui est expérimental, donc on va essayer d'évaluer en quoi ce qu'on fait répond. On vous demande juste ce petit exercice. Vous prenez dans le coin de votre feuille ou de votre écran ou de votre mur, si vous n'avez pas de papier, vous avez un crayon écrit sur le mur. Quelle est votre météo sur deux items? Voilà, la prospective, ce sujet tel que vous avez pu le découvrir dans les communications qu'on a pu vous faire, en quoi vous trouvez que c'est utile ou pas depuis c'est sympa, mais bon, voilà, ça ou autre chose, c'est pareil que de regarder TF1, donc de l'info sans plus, 0, ou alors, non, c'est vraiment indispensable, c'est l'avenir du monde, et pour moi, c'est vraiment majeur comme sujet. Évidemment, vous avez le droit de mettre le curseur entre les deux. Donc, notez ça dans un coin. Vous l'avez compris, on évaluera la différence en fin de session. Et puis, le deuxième item, cette fois, c'est sur la modalité. Alors, c'est un petit peu difficile, évidemment, au départ, parce qu'on n'a pas trop démarré. Voilà, donc c'est plus par rapport à ce que vous avez compris à travers, encore une fois, les communications, le mini-site de présentation, les quelques minutes là qu'on vient de passer ensemble. Sur les modalités de présentation, vous en pensez quoi? C'est business as usual, voilà, un gars qui parle dans une caméra, et puis voilà. Ah non, en fait, c'est vachement bien, c'est articulé, même chose, 0,10 avec votre petit curseur, et on regardera la différence.
Alors évidemment, si à la fin, c'est moins bien qu'au début, bon, ce sera intégralement la faute de Camille, il faut le savoir, puisque ça ne peut pas être de la mienne, c'est obligé. Voilà, maintenant qu'on a fixé un petit peu les idées, eh ben, on va attaquer gentiment. Et donc, le premier point, eh c'est l'attitude prospective. Et on va, comme l'a dit Francesca, on va redémarrer dans les années 50. Et vous allez voir tout de suite que la photo ne trompe pas. Voilà Gaston Berger, effectivement, la photo est assez datée. Gaston Berger, on le connaît à l'INSA, hein, c'est un des fondateurs avec Jean Capel. Mais c'est entre le fait d'être un haut fonctionnaire, c'est celui qui a inventé la prospective. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait que tout s'accélère. Dès les années 50, il a ce sentiment qu'on a aujourd'hui. Tout s'accélère, que demain va être de plus en plus incertain, instable. Et il dit, pour faire face à ça, il faut regarder très loin. Comme une voiture qui roulerait de plus en plus vite, pour qu'elle s'en sorte, il faut avoir des phares qui portent de plus en plus loin pour anticiper, pour éviter la catastrophe. Donc, il parle d'anticiper les risques et de ne pas être juste victime du présent. Et ça, c'est bien le premier enjeu de la prospective. Hein. Dans les années 50, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il va poser ces bases-là, et c'est pour ça qu'on parle de l'école française de prospective. Et donc, il s'agit de regarder loin, de regarder vers l'avenir pour imaginer plusieurs alternatives possibles. Il va parler des futurs possibles, des choses qui peuvent arriver. Et on voit bien que pour les gens de l'époque et encore aujourd'hui, cette ouverture d'esprit à des choses possibles mais pas certaines, c'est une démarche qui n'est pas si évidente que ça. Il nous dit encore autre chose dans son écrit un peu fondateur, et il nous dit que c'est un projet ancré dans l'avenir. Pourquoi dans l'avenir? Parce que dans l'avenir, rien n'est écrit, et justement, on va pouvoir inventer le futur, on va y revenir, et que tout ça, en fait, c'est se préparer à l'action. Alors, quand il dit c'est un projet que l'on forme pour l'avenir et que les possibilités sont ouvertes, ça veut dire que quand on regarde de loin, le futur, c'est un espace complètement ouvert. On peut non seulement se mouvoir dedans, mais il n'y a pas de frontières. Ça veut dire que c'est un espace de possible dans lequel on va pouvoir inventer tout ce qu'on veut, y compris infléchir les possibles qu'on imagine. On va pouvoir les faire advenir. Encore une fois, on va revenir sur ce point. Et puis, se préparer à l'action, c'est de se dire qu'en se projetant dans le futur, en fait, j'imagine ce que je dois faire aujourd'hui pour que ce futur advienne. Et donc, la prospective, c'est avant tout vouloir décider quelque chose. C'est avant tout rentrer dans une action dans le présent en vue de ce futur-là. Et ce n'est pas juste on fait des scénarios, on imagine et puis on s'arrête là. Pas du tout. L'intention de la prospective, c'est pour agir aujourd'hui. Et ça, c'est assez... ça peut être un peu contre-intuitif au départ, puisque on se dit que si on se projette dans le futur, c'est pour imaginer, juste imaginer, alors que de façon très naturelle, de façon évidente, Gaston Berger va poser le fait que c'est l'action. Pour ça, il va théoriser la prospective et il nous propose trois règles. On les a vues un petit peu tout à l'heure avec la citation. Voir loin, ça veut dire s'extraire du présent. Ça veut dire prendre un horizon d'observation dans lequel on va se projeter et qui s'affranchit des vicissitudes du présent, de ce qui se passe aujourd'hui, pour que les choses soient possibles. Donc, voir loin, c'est une première dimension, et donc qui passe par se fixer un horizon de prospective. Dire « je fais de la prospective » sans dire le délai auquel on se projette, ça n'a pas de sens. Le deuxième point, voir large, ça veut dire être capable d'agglomérer des éléments de ce futur qui peuvent être très, très différents. On parlerait aujourd'hui d'une notion systémique, avoir une approche systémique et pluridisciplinaire, être capable de croiser des éléments, de les agglomérer et d'en faire une vision cohérente. Et puis le troisième point, analyser en profondeur, c'est dépasser ce qu'on connaît, dépasser l'analogie avec des choses actives, du présent, extrapoler tout ça et dépasser l'apparence des choses.
dépasser ce qui paraît évident pour justement faire preuve de créativité et inventer quelque chose de différent, quelque chose de possible qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui est possible. Il évoque pour ça deux intentions. Le premier a trait à la notion de risque. C'est assez, je veux dire, assez évident d'une certaine façon, puisque penser au futur, ça veut dire imaginer des modifications qui vont être profondes par rapport au présent. Et donc là, on est dans un exercice où on peut prendre des risques. On peut imaginer des choses qui seraient aujourd'hui inimaginables dans le présent, mais parce qu'on se projette dans le futur, on peut prendre des risques qui soient, comment dire, très importants vu d'aujourd'hui, puisque tout est possible. Puis le deuxième point, une vision très humaniste de la question, c'est penser à l'homme en toute chose. Et ça veut dire, d'une part, imaginer un futur qui soit soutenable, responsable, qui puisse convenir à tout le monde, donc une vision de société, d'intérêt général. Et puis d'autre part, penser à l'homme, c'est aussi ramener les éléments à la dimension humaine de la réflexion, c'est-à-dire ce que l'individu peut s'approprier, justement pour que cette vision du futur, cette projection, ça ne soit pas une étude théorique déshumanisée, mais que ça touche du doigt des éléments, des variables, des concepts, des principes qui parlent aux individus dans le fonctionnement de la société. Donc voilà à gros traits les principes de la posture prospective. Finalement, quand on voit ces 5 bulles-là, ce n'est pas rocket science, ce n'est pas un truc absolument incroyable, c'est beaucoup de bon sens. Et c'est ce qui fait en fait la puissance de cette vision. Et quand on se rappelle que ces éléments-là datent de la fin des années 50, vous voyez en fait la permanence de la réflexion et la nécessité de continuer à s'approprier ces éléments-là. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions, j'en vois pas. Non, pas de questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, justement, qu'on puisse répondre soit au fur et à mesure, soit dans le laps de temps qui nous sera imparti. OK, alors je continue. Du coup, sur la deuxième partie de la discussion, c'est de se dire, OK, on a une idée de la prospective, hein, voir loin, voir large, pour être capable d'agir aujourd'hui, mais faire ça, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va nous permettre dans notre société contemporaine? Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Alors pour ça, on va sortir strictement du sujet de la prospective et puis on va toucher du doigt des choses dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler autour des questions d'innovation notamment. Ça, c'est ce qu'on raconte aujourd'hui de façon courante dans le monde. Ça va de plus en plus vite. Probablement que nos parents disaient déjà ça et que nos grands-parents disaient également ça. L'impression que le monde accélère. En fait, le monde n'accélère pas, évidemment. C'est l'impression qu'on en a. Et pour notre génération, c'est notamment du fait de l'accélération du déploiement des technologies d'information qui permettent d'accéder à des tas de choses beaucoup plus facilement. On parle aussi du monde VUCA. Alors, je vais m'arrêter quelques instants là-dessus parce que c'est une façon de décrire le monde contemporain qui aujourd'hui est très, très utilisée dans le monde des organisations. De quoi ça parle? Alors, vous voyez, c'est un acronyme. On a tendance à dire que c'est quelque chose qui est devenu la norme, mais de quand ça date? En fait, c'est un concept qui a été développé par l'armée américaine à la fin des années 90, à la chute de l'Empire soviétique et donc à la fin de la guerre froide. Et les Américains se sont rendus compte que les théâtres d'opérations armés changeaient radicalement de perspective et qu'ils pouvaient être décrits par ces quatre items-là. Alors, je les ai un petit peu précisés ici, je ne vais pas le lire dans le détail. Ce qu'il faut noter, c'est plutôt le passage d'un ancien monde, ce qui est écrit en blanc, à un nouveau paradigme, donc au tournant des années 90. L'ancien monde, c'est un monde qui est plutôt hérité de l'après-guerre, celui qui, en France, a vu l'économie tourner sur cette période qu'on a appelée les 30 glorieuses, un fait de stabilité, où l'année suivante est à peu près la projection de l'année précédente plus X%.
où les acteurs en place sont les mêmes pour plusieurs années et où les choses sont relativement simples. Le monde à partir des années 90, et donc qu'on vit aujourd'hui, est un monde où tout ça est battu en brèche, avec deux éléments sur lesquels je vais insister plus, qui sont l'incertitude et la complexité. L'incertitude renvoie en fait à un monde dans lequel il peut se passer des choses qu'on n'a jamais vécues. C'est la grosse différence avec la notion de risque. Le risque renvoie à l'analyse de situations qui se sont déjà passées dans le passé, qui peuvent arriver, alors que l'incertitude renvoie à des événements dont on n'est pas certain qu'ils puissent exister et qui puissent vous concerner. Et puis la complexité, c'est notamment lié à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'avènement des technologies de l'information de façon massive, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de capacités des uns et des autres à être connectés, à être conscients de faits qui, dans le passé, étaient inaccessibles. Et donc, on a une connexion entre les individus qui font que la façon dont les événements peuvent être décrits, les informations transmises, capitalisées, eh ben, c'est un immense réseau dont on est absolument incapable de décrire le fonctionnement. Et ça, c'est devenu la norme. Et c'est assez important de le considérer pour se dire, demain, si je suis une entreprise, une organisation, comment je me débrouille pour évoluer dans ce monde où, en fait, je ne sais pas bien ce qui va se passer dans mon monde demain, et pourtant, il faut que j'évolue. Alors, on pourrait dire, vous êtes bien gentil à nous raconter ces histoires de changement, parce que, en fait, depuis la nuit des temps, c'est ce qui se raconte. Et c'est vrai, puisque cette citation, elle date, vous voyez, du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que cette compréhension que les choses bougent en permanence et que cette notion de stabilité sur laquelle on va pouvoir dire « Ah ben voilà, enfin, ça y est, on a fini de bouger, de se transformer, de changer, on va pouvoir enfin faire quelque chose », c'est évidemment quelque chose qui n'existe pas. Et vous voyez, dès l'Antiquité grecque, c'était quelque chose qui avait été parfaitement vu. Pour nos organisations, en fait, on est dans cette évolution-ci. On doit passer d'une logique de conduire le changement. Vous voyez à travers le petit graphique, vous avez une situation qui est relativement stable. Et puis là, il y a une perturbation qui fait que, ah là là, ça ne se passe plus comme il faudrait. Bing, on va faire un programme de conduite de changement pour atteindre un nouvel état. Et puis, ça va durer un certain temps, puis bing, on va recommencer. Ça, c'est ce qu'on a vécu on va dire jusqu'aux années 2000, classiquement, pour les organisations et les entreprises en particulier. C'est-à-dire qu'on faisait 1 à 2 fois tous les 10 ans une grande démarche qui visait à remettre un petit peu d'équerre notre organisation, justement pour se caler par rapport à ce monde qui avait évolué, monde extérieur, monde intérieur. Aujourd'hui, la situation liée à cette volatilité du monde extérieur appelle plutôt à une transformation continue. C'est-à-dire que vous voyez, la courbe verte, elle raconte quoi? Elle raconte que, en fait, il y a des micro-changements en permanence. C'est-à-dire que les différents événements du monde extérieur nous touchent significativement tout le temps, peut-être de façon moins importante que les gros événements du passé, mais tout le temps, on est confronté à la nécessité de s'ajuster. Donc, pour les organisations, ça veut dire que, en fait, il va falloir s'ajuster quasiment en temps réel. Alors, ce n'est pas tout à fait du temps réel, mais pour une organisation, c'est une capacité plusieurs fois par an de faire des ajustements de son modèle, de son organisation, de la réponse à ses clients, de sa posture. Et donc, on a cette nécessité dans ce monde dit VUCA de passer d'une conduite du changement relativement statique à une logique de transformation continue, permanente, beaucoup plus dynamique. Et ça nous amène en fait à dire que les organisations, elles ont la nécessité d'être au contact pour de vrai du monde qui évolue, parce qu'il évolue tellement vite que ce n'est pas possible de rester plusieurs années avec la même posture. Et on est passé d'une logique d'avoir des organisations qui étaient centrées sur la technologie, c'est-à-dire la solution qu'elles offraient, petit à petit, à devenir de plus en plus orientées sur
quel est le modèle que je peux offrir au monde, c'est-à-dire comment est-ce que je peux être en permanence le plus aligné possible avec ce monde qui évolue. Alors, dans cette logique-là, voilà, on peut proposer un petit modèle d'organisation qui permet d'être dans cette logique-là. Il apparaît là, vous voyez qu'il y a 5 piliers qui en fait s'empilent, qui démarrent d'un socle commun qui serait la planète, la société, la communauté dans laquelle on évolue, puis l'organisation à travers une raison d'être va définir sa contribution à cette organisation et va, parce qu'elle a des personnes qui sont hautement qualifiées et des process qui décrivent ce qu'elle doit faire, et bien elle va pouvoir assurer sa pérennité, c'est-à-dire assurer la permanence de sa raison d'être, ce pourquoi elle est au monde. Et ça renvoie à un modèle dit d'impact sociétal positif, qui est le cœur, hein, le cœur du questionnement d'être centré sur la société. Et ça, c'est une alternative qu'on voit apparaître de plus en plus dans les organisations par rapport au modèle de l'entreprise qui dirait que, en fait, la finalité de l'entreprise, ce n'est pas d'assurer la pérennité de ce pourquoi elle contribue au monde, ce qu'on voit là à l'écran, mais un modèle qui dirait que sa raison d'être, c'est de rémunérer ses actionnaires. Et donc, on a là dans le monde qui nous est proposé aujourd'hui une réflexion pour challenger finalement le modèle socio-économique dominant autour du capitalisme et de se dire, OK, en fait, ma finalité, c'est d'assurer ma pérennité, non pas pour gagner de l'argent, mais pour la réinjecter dans mon organisation et continuer à servir le monde. Ce qui pose évidemment la question de quel est mon propos et quel est le propos pérenne que je peux avoir. Ça nous ramène sur le sujet de la prospective et du futur, parce qu'en fait, il y a une articulation qui est nécessaire pour faire ça entre le futur et le présent. Le présent, c'est ce qui se vit aujourd'hui. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'entreprise, l'organisation, elle doit s'adapter aux changements qui sont déjà présents. Sinon, elle sort du jeu et elle n'est plus connectée avec le monde. Mais dans le même temps, elle doit provoquer des évolutions qui vont être favorables au futur qu'elle décide d'avoir, c'est-à-dire le futur qui est conforme à sa mission, à sa raison d'être, à ce qu'elle veut faire pour la société. Et donc là, on a un élément qui est clé dans les questions de prospective, c'est de se dire, le futur, il se décide. Le futur n'est pas écrit, c'est moi, mon entreprise, mon organisation, mes collaborateurs qui décidons de ce que nous voulons être et qui allons décider des futurs vers lesquels nous souhaitons nous diriger. Et la boussole pour faire ça, c'est la raison d'être de l'organisation, sa mission qui dit, quand on est l'entreprise Tartampion, nous, on est là pour faire ceci, mais quand on est l'entreprise X ou Y, on est là pour faire cela. Et donc, le futur qu'on décide d'avoir, il est directement en fonction de la raison pour laquelle l'organisation est créée. Quand on discute de ça, vous m'avez beaucoup entendu évoquer les questions de changement, de transformation, d'adaptation, d'évolution. En fait, on est en train de parler de ça. On est en train de parler de résilience. Là, vous avez une définition donc en anglais là, pour le compte, Advancing Despite Adversity, qui explique bien que face à toutes ces perturbations, l'adversité, il faut continuer à avancer, c'est-à-dire assumer sa mission. Et vous voyez, on parle de vision, cette vision qui est donc dans le futur, hein, comme évoqué tout à l'heure Gaston Berger. Ça nous parle aussi de la notion de proactivité, être dans l'action. Et donc, on voit que la résilience et la notion de prospective peut-être se rapprochent. Alors, je vais juste aller un petit pas plus loin sur la notion de résilience. La résilience, il y a beaucoup je pense de gens qui ont fait des études scientifiques là, qui écoutent aujourd'hui. Donc, vous avez sûrement une lecture physique du concept de résilience, hein,
le devenir d'un matériau une fois qu'il est soumis à un stress, là, c'est exactement la même chose. Imaginons une organisation qui a un fonctionnement nominal, c'est ma ligne horizontale là, au milieu, et puis il va y avoir un aléa. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez un premier régime, c'est le régime de la fragilité. Vous voyez que dès que l'aléa arrive, bim, ça se casse la figure. Je ne suis pas capable de résister très, très longtemps. En gros, je résiste avec les caractéristiques intrinsèques de mon système. Alors, si par exemple, je prends un système qui est un verre, si je le jette par terre, pas trop fort, j'ai un peu de chance et il ne va pas se casser. Et si je le jette évidemment très, très fort, il va se casser tout de suite. Si on prend une organisation, là, quand je suis dans le mode robuste, une organisation, elle va considérer évidemment ses faiblesses intrinsèques et donc elle va mettre en place un certain nombre de parades. Alors, si je reprends l'histoire de mon verre, je vais être vachement malin, je vais mettre un peu de caoutchouc autour pour que voilà, ça rebondisse un peu, qu'il ne se casse pas trop. Mais si je me mets à lui taper dessus vraiment très, très fort, au bout d'un moment, il va aussi se casser. Et pour les organisations, c'est exactement la même chose. Si je mets une digue en face d'un port qui est dimensionné pour une hauteur de vague donnée, le jour où les vagues commencent à être de plus en plus importantes, ma digue, peut-être qu'elle va se fragiliser, peut-être qu'elle va se casser, et puis au bout d'un moment, mon port va être inondé. Et il y a une question justement là de Annie Benzeno qui dit décider du futur pourrait-il justement présenter le risque de ne pas arriver à s'adapter à ce qui arrive vraiment d'imprévu? Donc c'est ce que tu viens de dire un petit peu, tu viens de répondre un petit peu à ça, mais est-ce que tu peux aller plus loin par rapport à la question? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'a pas de vision du futur possible, on est un petit peu, pour reprendre l'image de Gaston Berger tout à l'heure, on est dans un tunnel, on avance et on ne sait pas exactement où on est dans le tunnel. Et du coup, on n'a absolument aucune idée de ce qui pourrait arriver. Personne ne dit que ça va arriver, mais en plus, on n'a aucune idée de ce qui peut arriver. Donc, on est complètement démuni et en plus, on n'est pas préparé. Donc, se préparer à des futurs possibles, ça veut dire imaginer que la situation peut être perturbée et donc avoir une posture d'esprit qui permettrait de faire face. Et je vais y venir effectivement dans les deux graphiques qui viennent, mais c'est effectivement tout à fait ça, Annie. Le fait de ne pas avoir de vision sur le futur, c'est se laisser porter par les événements qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus favorables pour votre organisation, ceux qui peuvent vous désaligner par rapport à ce que vous avez décidé d'être. Donc, c'est effectivement assez fondamental, en fait. Oui, tout à fait. Alors, justement, sur cette question de résilience, vous avez un premier niveau de résilience, alors qu'on connaît assez bien, hein, c'est celui de l'adaptation. C'est par rapport à une perturbation, le fonctionnement se dégrade. Alors, on va faire un peu moins bien les choses, mais on va quand même essayer d'avancer. Ça se dégrade. Et pendant que ça se dégrade, en fait, moi, j'apprends un peu quelque chose. Et donc, je me rends compte que j'ai peut-être des solutions pendant ce mouvement-là, quand je descends ma courbe verte, qui vont me permettre de remonter et petit à petit de retrouver mon état initial. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résilience de type 1. Et puis, vous avez un concept plus récent qui s'appelle l'antifragilité, qui en fait dit presque la même chose, sauf que de ce passage dans la zone de dégradation du fonctionnement, en fait, on va tirer des enseignements, on va être ce qu'on appelle une organisation apprenante pour progresser et dépasser en fait la capacité initiale dans laquelle on était. Et donc, je voulais juste partager ces éléments-là parce que la question de la résilience nous montre que la vision prospective, elle doit aussi s'accompagner d'une vision de ce qu'on appelle l'apprenant, c'est-à-dire cette capacité à tirer des enseignements de ce qui se passe, de façon à être le plus près possible de ce qu'on a imaginé dans le futur. Voilà. Alors, le concept de résilience étant un petit peu posé, super, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on contribue à la résilience? Alors là, on va invoquer le sujet de l'innovation.
Alors, la classe virtuelle n'est pas sur le sujet de l'innovation. On pourrait faire un sujet sur l'innovation parce que c'est des choses qui sont un petit peu reliées. Mais vous avez ici les 3 piliers, les 3 fondamentaux qui font que, en fait, une organisation, elle innove et elle va contribuer à la résilience. Qu'est-ce que ça nous raconte? Si on part en bas à gauche, la performance opérationnelle, en gros, pendant les travaux, la vente continue. C'est-à-dire que la résilience de votre organisation, elle est liée au fait de continuer à faire ce qu'on est en train de faire, même si il est nécessaire de s'adapter en prévision du futur. Donc, pour une organisation, une entreprise, ça veut dire, en termes de satisfaction du client, de continuer à lui proposer le plus haut niveau de service possible. C'est une condition sine qua non de la survie des entreprises. Donc, il ne faut pas opposer, du coup, vous voyez, sur les questions d'innovation, on va revenir sur les questions de perspective juste après, le présent, parce que là, quand on est dans la performance opérationnelle, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui travaillent dans des entreprises, le business day-to-day, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est vachement bien qu'il y ait des gens qui réfléchissent au futur. Et ces gens-là, ils sont payés parce qu'il y a des gens qui font le business day-to-day et qui arrivent à produire et à vendre les produits et services de l'organisation. Donc, ça, c'est très, très important. Et il ne faut absolument pas le perdre de vue. Donc, un des premiers éléments de la contribution à la résilience par l'innovation, c'est de continuer à être très bon dans ce qu'on a à faire. Le deuxième point, en haut, la bulle verte, c'est l'anticipation. Et donc, c'est de se dire, comme on l'a vu tout à l'heure, se dire, le monde, en fait, OK, j'ai l'impression qu'il est dans une certaine stabilité, que je le comprends, mais en fait, il peut évoluer. Et en fait, il évolue, et on l'a vu tout à l'heure, il évolue de plus en plus vite, encore une fois, sous l'influence des technologies de l'information pour ce qui est du monde contemporain. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment je fais pour identifier les besoins de demain de la société, comment je fais pour m'y préparer, pour essayer d'agir de sorte à y répondre le mieux possible. Là, on est au cœur de la réflexion sur l'avenir, on est au cœur de ce qui va orienter l'entreprise. Attention, on n'est pas en train de parler de divination, on est en train de parler de choses qui sont toujours alignées avec ce qu'on a vu tout à l'heure, la raison d'être. Donc là, je fais un teasing de folie, et ça, on le verra dans la deuxième session, celle du 11 avril. Voilà, on parlera plus de ça au 11 avril. Et puis, le troisième point, le troisième pilier sur l'innovation, évidemment, c'est l'attractivité. Alors, évidemment, c'est faire en sorte que je sois celui qui est choisi pour continuer à avoir, entre guillemets, de l'avance par rapport à mes compétiteurs, mais surtout avoir une capacité reconnue par rapport à ce que j'essaie de faire, par rapport à ma mission, à ma raison d'être. Et donc, ça veut dire que en termes d'innovation, on doit chercher à attirer et fidéliser les clients avec cette espèce de jeu de sudoku qui est l'ADN, la culture de l'entreprise, à aligner avec la raison d'être, ce qu'elle cherche à faire sur le long terme, de fond, en général, on dit que c'est une trentaine, une quarantaine d'années, mais tout ça en continuant à observer un calage avec les aspirations de la société qui, elle, n'attend pas et évolue de façon permanente. Alors là, vous vous dites, mais il est gentil, moi je suis venu parler de prospective et il m'a parlé que d'innovation. Et ouais, c'est vrai qu'il a parlé beaucoup d'innovation, mais en fait, la prospective, elle est la brique qui vient un petit peu avant l'innovation. Et donc, en se questionnant sur la prospective, on vient nourrir les deux briques vertes et roses. La brique verte en s'intéressant justement aux besoins de demain de la société. Encore une fois, ce n'est pas de la divination, c'est de se dire voilà ce qui pourrait arriver, voilà comment le monde pourrait évoluer et voilà ce que, par rapport à qui je suis, les gens dans la rue, la société pourrait se tourner vers moi. Et puis, les aspirations sociétales, c'est quelque chose d'un peu plus global qui renvoie à l'évolution finalement du modèle socio-économique dans lequel on évolue, qui va notamment s'incarner par les modes de vie et de consommation, et donc ma capacité à proposer des produits et services qui matchent avec ce que les gens attendent.
Donc, en premier niveau de conclusion, on peut dire ça. C'est-à-dire que la prospective, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à permettre à l'entreprise d'avoir cette capacité de résilience pour rebondir par rapport aux aléas en anticipant, en imaginant des choses qui sont plausibles et en se préparant à ce qu'elles adviennent. Ça ne veut pas dire qu'elles vont advenir, et en choisissant parmi celles-là, celles qu'elle veut voir advenir. Et cette capacité de résilience, pour l'entreprise, pour les organisations, elle doit être permanente. C'est un travail de tous les jours, c'est une écoute de tous les jours, et surtout, elle doit être pérenne. Ce n'est pas je fais ça 3 ans, puis j'arrête pendant 15 ans. Évidemment, c'est quelque chose de continu. Et vous avez en haut une petite frise qui met en perspective en fait ce qu'on vient de partager là, c'est-à-dire que la prospective va nourrir les capacités d'innovation. Ces capacités d'innovation vont alimenter cette capacité de transformation continue qu'on a vue. Et c'est bien cette capacité de transformation continue dans un contexte qu'on ne sait pas décrire de façon précise, on ne sait pas dire vis-à-vis de quoi il faut se transformer. Et c'est parce qu'on aura eu cette capacité à générer une aptitude à la transformation, à l'apprenance, qu'on va se doter d'une capacité de résilience. Et c'est en ça que la prospective, elle est absolument essentielle pour les organisations contemporaines, si elles veulent continuer en fait à délivrer ce pourquoi elles sont là, et pas se faire disrupter, c'est un peu le vocabulaire qu'on entend aujourd'hui, ou se trouver tout simplement obsolète à faire quelque chose dont les gens ne veulent plus. Alors, si on continue sur ce champ-là, on arrive finalement à cette conclusion-là, c'est que, et si finalement la prospective était une discipline qui servait à permettre aux organisations de durer, c'est-à-dire aux organisations leur durer, ça ne veut pas dire être immobile, ça ne veut pas dire une bonne fois pour toutes, moi je fais ça et je fais que ça. Ça veut dire être capable de continuellement servir un propos qui est dans l'ADN de l'entreprise, mais s'adapter, le challenger, le faire évoluer au fur et à mesure des évolutions, comme on l'a vu avec nos petites courbes en haut à droite avec les aléas qui peuvent arriver et perturber le beau schéma qu'on avait imaginé. Donc, c'est une proposition que je vous fais là, de dire finalement la prospective, ça sert à permettre aux entreprises de se situer en fait dans le temps long de façon très, comment on peut dire, de façon pérenne. Et cette vision-là, c'est pas du tout une vue de l'esprit, puisque quand on observe les données économiques, par exemple, les entreprises qui s'en sortent le mieux, ce sont souvent des entreprises familiales, donc qui pour le compte ont été bâties pour durer, qui sont présentes depuis 200, 250 ans. Et quand on regarde ces entreprises, la façon dont elles fonctionnent, en fait, elles ont un double levier qui est une raison d'être extrêmement puissante et une vision ancrée dans le futur. Alors, certains ne l'appellent pas comme ça, mais c'est une vision en fait résolument prospective. Alors, pour finir là-dessus, juste partager un peu ce que ça veut dire, en fait, ce que ça pourrait vouloir dire une organisation bâtie pour durer, là, pour le compte. Donc, déjà, voilà, partager une définition d'une organisation. C'est assez compliqué, en fait, d'en trouver une toute faite. Donc, je vous partage celle que moi j'utilise. Parce qu'elle me convient et qu'elle me permet en fait de raisonner sur les autres aspects. Une organisation, par définition, c'est un système qui est complexe, c'est un système humain, donc on ne sait pas exactement ce qui va advenir lorsque les humains se mettent en route, parce qu'ils ont leur libre arbitre, et donc les décisions qui sont prises et les modes de fonctionnement ne sont pas tous complètement prévisibles. Ce système complexe, il est en général en interaction avec un environnement externe qui va exercer une certaine pression sur lui, qui réagit. Le système va aussi réagir en conséquence. Comme on l'a dit, il est constitué d'individus. C'est une conception purement humaine, la notion d'organisation.
des individus qui sont assez, qui se caractérisent en fait par leur diversité et qui se caractérisent par le fait, puisqu'ils sont dans ce même système, bah, ils ont vocation à interagir et à travailler ensemble. Et donc, ils vont former des collectifs. Donc ça, je pense que dans vos organisations, les uns et les autres, vous voyez bien. Même quand on est étudiant, qu'on fait un projet à l'école, eh ben, on est exactement dans ce modèle-là. Il y a un collectif qui a une finalité. Donc, des collectifs qui vont réfléchir à quelque chose, puis qui vont agir. Et donc, on a comme ça une construction autour d'individus, de collectifs qui se donnent des règles, qui mobilisent des ressources qui vont chercher à l'extérieur du système et qu'ils internalisent. Et tout ça pour servir une finalité, c'est-à-dire la raison pour laquelle l'organisation a été construite. Voilà, donc ça, c'est assez conceptuel, hein, c'est juste pour fixer un petit peu les éléments. Et donc, ce qu'on va retenir là, c'est une finalité, des ressources, tout ça mis en fait en musique par des individus qui vont chercher à en faire quelque chose, mais soumis à ces fameuses petites flèches bleues qui sont là que pour les embêter et faire en sorte que tout ça ne marche pas aussi bien qu'on veut. Alors, on a là, voilà, vous voyez, une transcription là, de mon dessin conceptuel. Là, je vous en propose une lecture de l'organisation, on va dire traditionnelle. Alors, l'organisation traditionnelle, comment ça marche? En général, elle n'a pas de vision prospective, hein. Elle est ancrée dans un plan stratégique, un plan moyen terme, enfin, appelez-le un peu comme on veut, c'est-à-dire un pas de temps très, très court, de 3 à 5 ans, très opérationnel, donc des objectifs à 3 à 5 ans, auxquels elle visse littéralement son organisation de façon extrêmement robuste, c'est-à-dire que pendant 3-5 ans, il ne s'agit pas de déroger à ça. Et donc, on a donc un système là qui est assez statique. Et pour être bien sûr que ça bouge pas, cette affaire-là, eh ben, on va faire, alors on va appeler ça par exemple de l'analyse de risque. Et donc, on va développer des tas de parades. C'est la deuxième enveloppe que vous voyez, qui va protéger notre système et nos objectifs pour être certain que le monde extérieur ne vienne pas nous embêter et qu'on puisse délivrer ce qu'on a prévu de délivrer. Donc, évidemment, pour faire ça, on a analysé toutes les petites flèches bleues. Et toutes ces petites flèches bleues, par définition, c'est que les petites flèches bleues qu'on connaît, c'est-à-dire les aléas qui sont possibles, les aléas connus. Donc là, on est dans un monde où ça marche très, très bien. Ce système-là, il marche très, très bien pour de vrai, hein. Lorsque le monde il est complètement stable, hyper connu, qu'on peut donc prévoir, on sait ce qui va se passer quand Pierre parle à Jacques, on sait ce qui se passe, parce que ça fait 15 ans que Pierre parle à Jacques, et on sait que quand Pierre parle à Jacques, Jacques répond ceci. Donc, c'est très ordonné. Et donc, le régime, c'est celui de la robustesse. Voilà, on a designé quelque chose qui est assez robuste. Alors, évidemment, vous comprenez bien que par rapport à ce qu'on vient de partager là, avec des événements inattendus qui peuvent arriver, il y a peut-être un petit souci, et c'est là où la prospective va nous aider parce qu'elle va regarder les petites flèches rouges. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait venir me perturber? Donc, un premier élément de l'organisation bâtie pour durer, elle intègre le fait que le monde n'est absolument pas stable. Et vous avez vu, on en a parlé tout à l'heure avec le monde VUCA. Vous voyez aussi que dans la représentation là, que je suggère, le cap qui là est donné par la raison d'être, en fait, l'organisation, elle est relativement mobile. Elle y est attachée, mais pas de façon complètement rigide. C'est ça la symbolique là, de la petite chaîne qui bouge. Par contre, la raison d'être, elle est sanctuarisée. On ne change pas de raison d'être tous les 3-5 ans. Les entreprises bâties pour durer, il y a un bouquin de chercheurs américains qui s'appelle Build to Last qui raconte ça très, très bien. Elles n'ont pas bougé de raison d'être pendant 40 ans. Et c'est une recherche qui a été faite sur 50 années entre la crise de 29 et le début des années 80, où ils faisaient la démonstration que les entreprises qui s'en étaient sorties le mieux, c'était celles qui, dès les années 30, avaient une raison d'être extrêmement puissante. Et donc, l'organisation bâtie pour durer, elle va avoir un cap qu'elle s'est donné, ce qui va lui permettre d'imaginer un futur en conséquence, et donc d'imaginer les aléas, les fameuses petites flèches rouges, qui peuvent lui poser souci.
Et puis, toute l'organisation, vous voyez qu'on n'a plus un beau rond bien géométrique. On a une espèce de patate élastique où à l'intérieur, tout bouge. La position des individus, des collectifs, c'est à peu près défini. C'est ce qu'on va appeler dans les organisations d'aujourd'hui l'agilité, bien sûr, où il y a une intention, et c'est extrêmement important, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de possibilités qui sont laissées à l'initiative locale. Et alors pareil, là on n'est pas sur un sujet qui vise à parler de l'agilité, mais le fonctionnement agile, ce n'est pas le bordel permanent. Le fonctionnement agile, c'est extrêmement structuré et ça laisse une très, très grande place à la responsabilisation et à l'autonomie locale. Et donc là, on est dans un monde qui, en fait, prend en compte la complexité, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose qui est absolument connu. Donc, eh ben, on va chercher à pouvoir se mouvoir là-dedans, à être ballotté, mais à être ballotté sans être cassé. C'est un monde dans lequel on ne sait pas exactement ce qui peut arriver. Donc, il faut être capable de se reconfigurer, se déconfigurer autant de fois que nécessaire pour faire face, pour apprendre et retrouver une position d'équilibre. Et donc, c'est une dimension qui appelle à une très, très grande résilience. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut dire là, c'est que la prospective, s'intéresser à la prospective, intégrer une fonction prospective dans les organisations, c'est justement être capable de développer tout ce qui est nécessaire à l'évolution de sa propre organisation, de façon à être dans cette logique de la bulle verte qui va se déformer. Donc voilà à quoi sert aujourd'hui ce qu'on peut dire de la finalité de la prospective, devenir une organisation qui va pouvoir durer dans le temps long parce qu'on s'est projeté dans le temps long. Il y a une petite question là de Jean-Louis qui demande quid des flèches bleues mais internes. Là, il dit gestion de changement, ça fera surtout une sortie de zone de confort de l'humain. Puisque là tu as parlé des flèches bleues, on va dire des aléas possibles externes, mais qu'en est-il des aléas internes à la structure, justement? C'est une excellente question, c'est effectivement très bien vu. Là, c'est juste pour des raisons en fait un peu graphiques de compréhension, mais c'est vrai que c'est lié en fait à la culture de l'organisation. Toute perturbation sur l'organisation va générer des réactions. Effectivement, on peut avoir de la même façon, c'est pas qu'on peut avoir, on a de la même façon des flèches bleues à l'intérieur des petits cercles. Là, mon propos était surtout de porter l'explication sur la prospective sociétale et donc l'évolution de l'environnement externe. Là où mon propos ne marche pas complètement, et donc merci de la question, c'est de dire quand je travaille dans une organisation, je suis citoyen, donc je suis à la fois dans le monde extérieur et à la fois dans mon organisation. Et donc les aléas que je vis en tant que citoyen, je les ai avec moi dans mon sac à dos quand je rentre à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, potentiellement, les évolutions des modes de vie et de consommation, je vais aussi les importer à l'intérieur de mon organisation. Le télétravail, pour parler de ça, qui fait un peu l'actualité là depuis 2-3 ans, c'est en train de, je ne vais pas dire de perturber, mais en tout cas de rénover les façons de voir la valeur travail dans les organisations. Donc, on serait bien sur une des petites flèches bleues que mentionnait Jean-Louis à l'intérieur du dispositif. Et pourtant, c'est quelque chose qui s'est nourri d'une flèche bleue à l'extérieur. Alors, une grosse flèche bleue, le Covid, pour ce qui est la Covid, pour ce qui est du fait que ça soit passé rapidement. Mais le télétravail, dans l'esprit des uns et des autres, c'est quelque chose qui existe depuis 10 à 15 ans, au moins dans l'esprit de certains. Donc là, il y a eu une accélération à cause des événements, mais on a bien cette mixité, effectivement, à voir. Après, le graphique aurait été un petit peu compliqué. Encore une fois, c'était pour focaliser plutôt la prospective sociétale, mais la prospective organisationnelle, voilà. La prospective organisationnelle, elle est aussi centrale, absolument. Il y a une autre question là de Patrick. Quid aussi de la gouvernance et donc de la qualification des perceptions des couleurs des flèches entre ce qui est connu, ce qui n'est pas connu, ce qui vient de l'extérieur, tous les types d'aléas, si j'ai bien compris la question. Ouais.
c'est un sujet. C'est un sujet. Donc, Patrick, que je connais, est un coquin. Effectivement, c'est un sujet. C'est un sujet parce que le fait de se dire « Ouh là là, c'est quelque chose qui pourrait arriver », renvoie exactement aux modèles mentaux qu'on a les uns et les autres. Et donc, quand Patrick parle de la gouvernance, voilà, je pense qu'il met le doigt sur en fait, la capacité du dirigeant à avoir cette ouverture-là. Et c'est bien pour ça que, en fait, les entreprises qui font de la prospective, en général, elles ont un dirigeant qui est particulièrement inspirant parce qu'il porte au fond de lui le fait que les choses peuvent évoluer. Et donc, il intègre dans son organisation une structure qui va lui dire « Attention, il pourrait se passer ci et ça qui est complètement contraire à notre modèle ». Et donc, pour les organisations traditionnelles, comme peut-être celle de l'entreprise à laquelle appartient Patrick, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué parce que vous pouvez avoir des acteurs de l'organisation qui vont avoir cette perception qu'il y a des petites flèches rouges qui sont en train d'arriver, mais vous avez le dirigeant qui, fort de son modèle de dirigeant, de sa posture, des échanges avec ses pairs qui sont un petit peu comme lui, refuse de le voir et refuse d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ouais, toute ressemblance avec des choses qui existent et pas une vue de l'esprit. Et c'est un des enjeux, vraiment, c'est un des enjeux de la question de la prospective, d'arriver à faire exister le fait que, ah ouais, il pourrait y avoir des flèches rouges. Ouais. Je ne sais pas si c'était la question, Patrick. Hein, tu mets un petit pouce ou quelque chose si c'est ça, mais... Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y avait une question au tout début que tu présentais la prospective de Dominique. Gaston Berger a été le créateur de l'École française de la prospective, mais qui a créé ce concept et où a-t-il été développé à l'origine, à la toute origine du concept de prospective? Alors, a priori, le mot et le concept, c'est Gaston Berger. D'accord. Voilà. Donc, et avant les années 50, cette réflexion structurée sur le futur n'existe pas. Donc, après, comment dire, donc, Gaston Berger et comment il s'appelle, Hugues de Jouvenel ont été vraiment les développeurs de ça dans les années 50-60 et ont vraiment marqué les organisations et la pensée dans les sciences du management. Aujourd'hui, l'École française de prospective a développé différentes approches, différents travaux. Il y a quelques formations, par exemple, en prospective qui existent, notamment une OCNAM. Il y a des choses qui se font très bien, pas très loin d'ici, à l'EM Lyon, avec un prof qui s'appelle Thomas Gauthier, où c'est vraiment, vraiment très, très chouette ce qu'il fait. Donc, la France n'est pas en retard d'un point de vue conceptuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on lit beaucoup plus de choses du monde anglo-saxon. Donc, pour ceux qui ont envie de chercher, le vocabulaire, c'est foresight, voilà, foresight ou future, avec un E. Et on trouve pas mal de choses, mais au départ, c'est une invention française, comme Internet. Ok. Quel lien envisager avec les directions des risques? Alors, Patrick, tu vas sortir, parce que là, avec tes questions, hein, ça, voilà. Eh ben, c'est une très, très grosse question, ça, parce que j'essayais de l'évoquer tout à l'heure, en fait. La notion de risque, elle renvoie à ce qu'on va appeler le monde compliqué. Une centrale nucléaire, pour prendre un exemple comme ça, ou un aéroport, c'est un objet compliqué. C'est très compliqué. Hein. Quand on le voit comme ça de loin, on se demande comment ça marche. Mais en fait, c'est décomposable en somme d'éléments simples. Donc, à la fin, on sait trouver la solution. Et donc, on sait identifier sur chacun des éléments simples ce qui risque d'arriver. Parce que soit c'est déjà arrivé, soit au niveau de la conception du système, on a imaginé telle pièce, elle peut casser parce que, etc., etc. Donc, les risques, la notion de risque, elle va s'adresser au monde connu. Et c'est très important, hein, c'est très, très important. Encore une fois, pendant les travaux, la vente continue. Donc, la direction des risques,
elle s'adresse essentiellement, au monde connu. Pour ce qui est de comment dire, de l'incertitude, en général, on renvoie ça plutôt à ce qu'on appelle la complexité, c'est-à-dire des éléments dont on ne sait pas dire ce qui va ressortir de leur interaction. Alors, si je reprends l'histoire du nucléaire, par exemple, un accident nucléaire, alors fort heureusement, ça n'arrive pas très souvent, c'est une situation complexe parce que en fait, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience, donc on ne sait pas ce que l'enchaînement des événements peut amener, et du coup, on a du mal à imaginer, ce que ça peut faire. Donc, l'erreur souvent qu'on voit, c'est que on va s'intéresser au futur en faisant du contrôle des risques. Et donc, on va ne s'intéresser que à des choses qui sont déjà identifiées. Et donc, on va passer à côté de ce qui pourrait advenir. Alors, on en parlera aussi le 11 avril, mais là, on vient quand même de passer 2 ans où on a un super exemple avec un virus où c'était juste pas envisageable. Et bing, voilà. Donc la question de la direction, enfin, des directions des risques par rapport à la prospective, c'est deux façons de s'intéresser en fait, à la permanence de l'activité d'une organisation qui sont assez différentes, en fait. Alors, je sais pas si tu avais encore différentes slides à nous présenter. Non, j'étais au bout là. On était au bout. Alors, je ne sais pas comment est-ce que tu veux procéder à tes petits stats ou tu veux prendre directement des questions? Parce que là, il y a plusieurs questions qui sont en train d'arriver, donc il y a comme tu préfères. Ouais, on peut prendre. Je sais pas s'il y a des questions. J'ai vu passer les choses. Voilà, donc masturbation intellectuelle très franco-française. Ok. Ok. Donc peut-être pas bien réussi à partager. Oui, Internet, invention française, c'est un peu réducteur. Oui, c'est ça. C'est la réponse qui est donnée, effectivement. Donc, c'est un peu provocateur, mais de dire que, effectivement, au départ, c'est des chercheurs français qui ont posé un peu les principes, mais pas du web tel qu'on le connaît. Effectivement, c'était exactement ça. Voilà. Et puis, OK. Je sais pas, peut-être le temps que les questions viennent éventuellement. Alors, moi, ce qu'on vous proposait, c'était éventuellement de rouvrir vos caméras. Et l'idée, ce serait de lever la main, en fait, si vous avez une question. Donc, comme ça, je peux gérer un peu mieux la distribution de la parole. Tout en bas, en fait, vous avez un petit bonhomme, la réaction, et vous avez l'option lever la main. Voilà. Donc, comme Patrice vient de le faire, et du coup, ça permet en fait de moi de voir qui a une question à poser et de donner la parole à Patrice. Patrice, je te donne la parole. Oui, merci Pascal pour cette présentation. Moi, j'ai quand même une question par rapport à cette démarche qui est toujours très séduisante. Est-ce qu'elle ne se heurte pas à la nature humaine? C'est-à-dire, bon, tu l'as un petit peu évoqué, refus de voir les dangers, refus de voir les risques, etc. Et du coup, se retrouver au pied du mur en permanence à faire du changement sous la contrainte. Donc, est-ce que la nature humaine n'est pas un peu, on va dire, à l'opposé de cette réflexion prospective? Si, et c'est pour ça qu'on fait une classe virtuelle pour essayer d'en parler et faire en sorte que les gens soient sensibilisés. Mais oui, bien, je suis assez d'accord avec le propos. C'est pas naturel, quoi. C'est pas naturel de se projeter à des échéances qui sont relativement longues. On en parlera la prochaine fois, mais voilà, on est à 15 ans, voilà, ce genre-là, et donc ouais, mais dans 15 ans, on a le temps, quoi. Et le présent prend toujours le pas. Et donc, ça ne fonctionne que parce qu'il y a, en fait, dans le système, un visionnaire qui va accorder de l'importance à ce job de vigie. Et la remarque que tu portes là, on peut dire exactement la même chose sur le sujet de l'innovation. Oui. C'est-à-dire que la prospective ou l'innovation, c'est 2 disciplines qui, en fait, racontent à l'organisation
il faudrait changer. Et les organisations humaines, comme tu l'as très bien dit dans ta question, elles ont horreur de ça. Elles cherchent l'homéostasie en permanence. Et donc, dès qu'il y a un vecteur de changement qui arrive dans l'organisation, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vous tombe dessus à bras raccourcis, alors de façon plus ou moins virulente. Si on prend l'image qui va bien avec la situation du moment, vous avez un virus qui est inoculé dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe? Bing, on envoie les globules blancs voilà, casser la figure au virus. Ben, dans les organisations, c'est pareil. Dès qu'il y a une modalité de changement, alors ça peut être « Ah, je veux faire un partenariat avec la start-up machin truc. Ah, j'ai fait une étude ou j'ai lu une étude qui est vachement intéressante qui dit que le futur du travail est comme ci ou comme ça. » Ben là, vous allez avoir votre chef, votre surchef ou le gars qui va bien qui va dire « Oui, non, mais chez nous, c'est pas comme ça. » Ou qui va vous dire Non, mais c'est intéressant, mais tu comprends, là, en ce moment, on a d'autres soucis, etc., etc. » Donc, ce sont des, comment dire, des disciplines qui ne peuvent fonctionner que, à mon sens, hein, sous deux raisons, sous deux leviers, pardon. Le premier, j'en ai déjà parlé, hein, c'est un dirigeant qui est un visionnaire et qui va être très inspirant et qui va sanctuariser des ressources parce qu'il a compris que c'est vital. Ça, c'est une option. Et la deuxième option, ce qu'on voit beaucoup dans les organisations, c'est l'organisation par la base. Donc, des réseaux de personnes qui vont se mobiliser. Donc alors dans la société, ça s'appelle la participation citoyenne. Dans les organisations, c'est les réseaux d'acteurs volontaires qui se fédèrent tout seuls autour d'un sujet et qui petit à petit le font exister à l'intérieur d'une structure qui ne veut pas en entendre parler. Sauf que quand vous êtes 500, 800, 1000 personnes qui commençaient à parler d'un sujet, eh ben, ça commence à se voir et s'entendre. Alors, ce n'est pas encore la révolution copernicienne sur l'organisation, mais on en entend parler. Donc, voilà. Donc, ouais, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est voilà, c'est aussi pour ça que moi, j'avais… alors, j'y crois, évidemment, sinon je n'aurais pas travaillé là-dessus et je n'aurais pas cherché à le partager. Mais je pense que pour la formation des futurs acteurs de la vie économique, avoir en tête que c'est un sujet qui est… c'est pas la masturbation intellectuelle, mais que c'est un vrai sujet qu'il faut adresser. Je pense que c'est important et probablement que ces 20, 30, 40 dernières années, on l'a pas bien expliqué, on l'a pas porté et donc on continue à aller devant nous pour prendre l'image de Gaston Berger avec la voiture qui a juste des codes, quoi. Voilà. Merci pour la question. Il y a Claude qui a une question. Claude, je vous invite à ouvrir votre micro et poser la question si vous avez la possibilité. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oh. Simplement, donc, merci pour cette présentation que je trouve très complète. Bon, pour ma part, j'ai une expérience dans ce qu'on appelle l'amélioration continue, où je suis co-auteur d'une méthodologie qui est utilisée actuellement dans quelques milliers d'entreprises. Et pour bâtir cette méthodologie, on a eu l'occasion de travailler avec des entreprises. Et là, je voudrais citer une petite expérience. Bon, il y a des entreprises entreprises familiales, qui ont généralement plusieurs siècles d'existence. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec quelques-unes d'entre elles. Hein. Bon, elles se regroupent au niveau mondial dans un club qui s'appelle les Énochiens. Voilà. Et donc, j'étais avec un dirigeant et je posais la question, mais comment vous faites pour vous rester toujours à la pointe toujours aussi performant, toujours leader mondial, etc. C'était un leader mondial dans ce cas-là. Il m'a dit, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir une idée tous les matins et essayer de la mettre en œuvre. Bon, il a tempéré tout de suite le truc en disant oui, mais bon, quelques idées, des fois on met 2 générations pour y arriver à la mettre en œuvre. Hein. Alors tout simplement, moi ça me ramène une chose, c'est que bon, le problème de la survie de l'entreprise, etc., c'est pas un problème récent. Je crois qu'on se trouve là,
confronté un petit peu à un épisode, si on peut dire, où on était parti sur quelque chose où tout allait bien, on pouvait reproduire tout ce qui se passait avant, etc. Et bon, les signes noirs, il n'y en avait pas. Donc tout allait bien, madame la marquise, hein, alors que c'est cette situation-là qui est, je dirais, anormale, et là je rejoins ce que dit Edgar Morin au sujet de la complexité, c'est qu'effectivement, c'est la complexité qui est la situation normale, et il faut s'adapter vis-à-vis de cette complexité, quoi. Bah, oui, oui, enfin, c'est pas une question, c'est un commentaire et je l'entends. La complexité renvoie à une aptitude qui est celle de la pensée systémique, et donc d'être capable d'embrasser la situation avec différents points de vue. Alors ça, pareil, on en parlera les fois prochaines, mais c'est absolument essentiel. Vous avez raison de dire que dans le passé, le concept des signes noirs, c'est donc ces événements hautement improbables mais à fort impact, en fait, n'existait pas. C'est ce que voilà, j'ai partagé avec vous autour du monde VUCA et du fait qu'avant, c'était relativement stable. Et vous avez raison de dire que maintenant, ça arrive et qu'on n'y est pas préparé. Et pour revenir sur les entreprises familiales, qu'est-ce qui différencie les entreprises familiales pour faire face à ça des autres entreprises? C'est qu'elles sont fondamentalement attachées en fait à la pérennité de leurs entreprises, parce que c'est un patrimoine familial. Donc, sans rentrer dans une discussion sur la qualité de l'actionnariat en économie capitaliste, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la permanence, la stabilité de l'actionnariat va être un facteur clé de capacité à traverser ce genre de crise, à l'instar de ce qu'on voit dans les entreprises familiales, qui la plupart du temps ne sont pas cotées. Donc, un des éléments de succès des entreprises familiales, alors bon, je veux bien avoir des idées tous les matins, encore faut-il que les idées matchent avec ce pourquoi on est là. Et donc, je pense que votre interlocuteur voilà, disait ça, devait parler de ça, avoir des idées qui correspondent à ce qu'on a envie d'être, et aussi avoir la capacité avoir des idées, c'est pas trop ça le souci en fait. C'est la capacité à exécuter en fait, à mettre en place, à mettre en œuvre des idées et à les emmener jusqu'à quelque chose qui soit pérenne. Mais la grosse différence entre des entreprises familiales et des entreprises on va dire classique, c'est évidemment l'intérêt personnel, j'allais dire tripal, qu'a le dirigeant à la réussite de son organisation. Un PDG du CAC 40, son souci, c'est son mandat de PDG qui dure 4 ans, 5 ans, des fois 2 fois, et puis voilà. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est assez différent. Ouais. Merci Claude pour votre intervention. N'hésitez pas à lever la main, parce que je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Je vais donner la parole à Francesca qui a levé la main, mais n'hésitez pas non plus à relever la main. Merci beaucoup, Pascal, pour cette belle présentation. Donc, j'ai 2 questions. La première, est-ce que l'approche prospective dans une organisation, comme tu l'as présenté, est par vocation une démarche top-down ou est-ce que la dimension bottom-up est également concevable et comment? Dans d'autres mots, est-ce que l'ingénieur peut devenir un promoteur de cette approche dans son organisation? La deuxième question, est-ce que l'ADN d'une organisation peut également faire l'objet de l'approche prospective ou est-ce que c'est vraiment les noyaux qui restent dans ta présentation immuables? Merci beaucoup. Alors, sur la première question, je pense que tu es une coquine. C'est pour faire un magnifique teaser sur la session 3, où effectivement, on va parler de ça, mais je vais répondre. La réponse est oui. La réponse est oui. L'ingénieur, le salarié peut, dans son activité, être un acteur de cette transformation de la prospective, et non, la prospective, ce n'est pas uniquement quelque chose de top-down. On le verra un petit peu dans la session numéro 2, où j'illustre dans le comment faire, avec une modalité un peu archétypale de ce qui peut se faire dans une organisation. Et on voit qu'il va y avoir beaucoup de choses qui relèvent par exemple de la culture du futur,
de la capacité à s'intéresser au futur. Et justement, ça va concerner tout le monde. Donc, ce n'est pas uniquement, et c'est surtout pas, je dirais même, c'est surtout pas 3 personnes dans une tour à la Défense qui font des études et qui disent la vérité est là. Certes, il faut une injonction assez forte, de mon point de vue, du dirigeant pour avoir cette énergie à lutter contre les forces contraires, les fameuses petites forces bleues là, dont on parlait tout à l'heure, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc il est nécessaire d'avoir ça, mais c'est vraiment l'affaire, de mon point de vue, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Et puis sur la deuxième question, est-ce que la prospective peut s'adresser à la question de l'ADN de l'entreprise ou la question de la… Alors, je vais peut-être élargir un peu la question de la culture de l'organisation. Alors ça, c'est une question qui est… La question de la culture d'organisation, c'est absolument fondamental hein, sur le sujet de la transformation des organisations. Il y a quelqu'un qui fait un peu référence sur ce sujet-là qui s'appelle Peter Drucker, qui est un consultant, praticien, chercheur, enfin, entrepreneur qui officiait dans les années entre 50 et 80, qui est un peu le pape, voilà, qui est un peu le pape des sciences du management, et qui avait cette phrase absolument formidable qui résume tout. Il dit, donc c'est en anglais, donc je vais le faire en anglais, mais culture eats strategy for breakfast, operational excellence for lunch, and everything else for dinner. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit qu'en fait, ce qui importe dans une organisation, c'est la façon dont les femmes et les hommes de l'organisation décident de coopérer, de faire œuvre commune. Et donc, la question de savoir, est-ce que cette culture-là, on peut l'orienter? Ben, c'est oui et non, quoi. C'est oui et non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une vision que par rapport au mouvement de société qui s'annonce, ben, l'entreprise, il serait nécessaire qu'elle change de vision, de modèle mental et donc de culture, d'operating system, on peut dire. Et donc ça, en ça, la prospective peut dire attention, si on continue à fonctionner comme on fonctionne, on ne va plus être adapté au monde et finalement, les gens, petit à petit, vont se désintéresser de qui on est et notre entreprise va péricliter. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire oui, la prospective peut alerter sur le fait que le modèle de fonctionnement de l'organisation ne convient pas. Et c'est absolument c'est fondamental de faire ça. Est-ce que ça suffit? Non. Non, ça ne suffit pas parce que si moi qui travaille dans l'entreprise, eh ben, je n'ai pas envie de fonctionner comme ci ou comme ça, comme Patrice le disait tout à l'heure dans sa question, la nature humaine est ainsi faire que je vais toujours trouver une bonne raison de ne pas m'aligner en fait avec ce qu'on me demande de faire. Donc, il y a une nécessité en fait de réfléchir par rapport à ta question, de réfléchir à en fait une vision qui soit structurée par le haut, mais qui embarque l'appropriation des uns et des autres, justement pour éviter ces effets, ces effets de bord ou de dire non, mais moi je ne suis pas un numéro, on ne me dit pas comment je dois penser. Donc là, on est au cœur d'un sujet qui est plutôt celui, enfin, c'est pas plutôt, qui est aussi celui de la transformation et de la sociologie des organisations. Et la prospective, évidemment, vient tangenter ce sujet-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Oui, merci beaucoup. C'est ma meilleure réponse. J'étais à fond, je ne peux pas plus. Merci. C'est très bien, merci. Merci Pascal. Pierre-Jean, je vois que vous avez la main levée. Oui, bonsoir, merci. Moi, j'avais une question sur le coût de la prospective par rapport à une gestion court-termiste du risque, en fait, sur les arguments à mettre en avant, pourquoi investir maintenant sur des effets qu'on aura à 10-15 ans peut-être, ce qu'on peut difficilement mesurer, et comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre les investissements, on va dire, entre du risque et la gestion à court-termiste, moyen-termiste, et la gestion long-termiste, parce que ça peut vite être un gouffre en termes de ressources d'investissement, pas grand-chose. Alors, on ne sait pas. Voilà, ça, on ne sait pas. Et c'est justement toute la différence entre le risque et l'incertitude. Et quand tu fonctionnes dans un monde qui est incertain, tu ne peux pas prendre tes décisions sur la base d'une analyse de risque. Et donc, tu fais cohabiter en fait 2 mondes. Donc, pareil, ça, j'en parlerai dans la deuxième session. Plutôt quelque chose qui est hérité des sujets de l'innovation.
tu fais exister deux façons de penser assez différentes, mais dans la même organisation. Une qui va traiter du monde courant, dans lequel tu vas faire de l'analyse de risque et donc de l'arbitrage rentabilité voilà, de ton investissement, exactement ce que tu as très bien expliqué, ce qui est tout à fait juste. Et puis, tu vas faire cohabiter ça avec quelque chose qui est, qu'on va appeler de l'exploration, où là, tu ne fais pas un pari sur le risque, tu t'intéresses à ce qui peut arriver, et donc tu fais un pari que en explorant plein de possibles, il y en a peut-être un ou deux qui va fonctionner. Donc, tu n'es pas dans une notion de rentabilité financière, c'est-à-dire que tu acceptes de perdre de l'argent pour peut-être en gagner. Ce principe-là, je ne vais pas développer là, mais c'est les fondamentaux de l'entrepreneuriat, et avec un principe qui s'appelle l'effectuation. Donc, il y a 5 principes dans l'effectuation, et un des principes, c'est de raisonner en perte acceptable. Et c'est fondamental, en fait, en incertitude, dans un monde qui est caractérisé par l'incertitude, tu vas fonctionner comme ça, et les entrepreneurs, ceux qui créent par exemple, les start-upers, au départ, ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent avec ce qu'ils ont sous la main, ils fonctionnent avec une intention, et ils essayent d'avancer, mais sans se dire « Ah ben, je fais ça si je gagne de l'argent », ils se disent « Je fais ça parce que ça a l'air de m'enseigner quelque chose qui va m'être utile pour la suite. » Alors évidemment, la limite de tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, si tu n'as pas fait la preuve qu'il y a un potentiel, eh ben, tu as brûlé tout l'argent que tu avais à ta disposition et le système s'arrête. C'est ce qu'on voit typiquement dans le domaine du capital risque en innovation, c'est que tu vas avoir des entreprises qui vont lever beaucoup d'argent pour faire des choses, donc ont des capitalisations incroyables qui se comptent en milliards de dollars, en milliards d'euros. Et puis quand arrive le moment de faire du business, eh ben, elles ne sont pas au rendez-vous. Et là, tout le monde dit bah, c'est bon, j'arrête, quoi. Et la boîte s'écroule et tous les gens qui ont misé dessus s'écroulent aussi. Donc tu as cet arbitrage-là à faire. Et donc tu ne peux pas raisonner sur le long terme avec cette notion de risque. Et c'est bien une des difficultés que tu as dans les organisations d'aujourd'hui, c'est qu'on cherche à raisonner aux différentes échéances de temps de la même façon. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Ouais. Alors, Pascal, je te propose peut-être de lancer tes petits… Ouais. Parce que là, on est en train de perdre les gens petit à petit. Okay. Il y a Jean-Pierre qui avait une question, qui avait la main levée. Il y a Patrick qui a posé pas mal de questions dans le chat. Alors, on va faire le petit… Agnès avait fait un beau commentaire aussi. Donc, il y a pas mal d'éléments qui sont arrivés, mais je vois que l'heure tourne donc, okay. et que les gens disparaissent au fur et à mesure. Alors, avant que les gens disparaissent, on va faire cette petite évaluation. Je vous mets le lien dans le Voilà, chat. Donc, Camille vous met le lien sur le chat et on va juste faire en fait voilà, une petite évaluation à chaud de la discussion. Et pour ceux qui veulent rester, eh ben, moi j'ai encore un peu de temps et donc on peut continuer sur les questions. Voilà. Donc avec le lien, donc on va collectivement remplir un petit peu ce petit cadre. Et donc vous avez en fait une petite enquête toute bête où vous avez deux questions. Avant, après. Le avant, vous vous souvenez, c'est ce que vous avez noté dans un coin de votre feuille ou sur le mur. Voilà. Et le après, eh ben, c'est ce que vous pensez maintenant. Voilà. Et donc, on va voir s'afficher au fur et à mesure les réponses. Voilà, donc si vous pouvez jouer le jeu, voilà, ça va être un peu amusant. Donc voilà, donc là, il faudrait que ça s'arrête là, c'est parfait. On a le rose qui est dans la diagonale supérieure au bleu, donc voilà. Hop. Donc voilà, là, on a la distribution. OK, ça répond plus trop, donc OK. Donc c'est plutôt pas terrible, en fait. Voilà, c'est plutôt pas terrible. OK. Hop, tac, tac. Voilà. Et donc, deuxième question à chaud. Clac. Donc, pareil, vous avez sur le même lien une deuxième collecte d'informations.
Et juste pour voilà, avoir une idée de votre intention par rapport à cette session-là et ce que vous avez envie d'en faire. Et puis on verra juste après, on vous donnera un lien pour potentiellement répondre un peu plus précisément. Bon, les gens ont l'air de vouloir participer à l'épisode 2, l'épisode 3, donc ça, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt pas mal. Ok, bon, donc voilà, vous pouvez continuer à répondre à ceux qui ne l'ont pas fait, on reviendra dessus. Du coup, je vais juste revenir sur la presse. Tac. Voilà. Et donc, on vous propose, si vous pouvez, de toute façon, Camille vous recontactera par messagerie, voilà, de prendre un petit peu plus de temps, donc à froid, de faire un peu un partage, un Rex, pour nous aider en fait à ajuster cette présentation, et donc de nous faire part de votre avis sur ce qui a été échangé. Donc avec une enquête qui n'est pas très très longue, mais dans laquelle vous avez le loisir d'écrire un petit peu plus. Voilà, donc pareil, vous pouvez scanner le QR code. Je vous ai mis sinon, le lien dans le lien dans le chat, et puis ça va. Je vous enverrai de toute façon un mail avec un lien pour le replay, et je vous mettrai également le formulaire. Voilà, donc la suite, c'est ça, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc le 11 avril, la deuxième session qui va être plus sur le comment on s'y prend et quelle forme ça peut prendre dans une entreprise, avec une structure d'exposé qui sera celle-ci. Je ne développe pas, il y avait les éléments qui étaient pareils sur le minicide, donc si vous avez lu, il y aura des éléments, on va dire les éléments un peu concrets sont sur la partie 3, pour se dire, tiens, dans une organisation, quelle forme ça pourrait prendre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Pascal. Comme tu le dis, s'il y a des gens qui veulent rester encore un petit peu et continuer de faire des questions. Donc là, il y a Jean-Pierre qui a encore une question, et il y a Richard aussi qui m'a demandé s'il y avait possibilité de poser des questions. Il y avait quelques questions dans le chat. On ne vous retient pas puisqu'il est l'heure d'aller manger, comme le dit Pascal. Mais si vous souhaitez rester, on peut rester encore un peu pour répondre à vos questions. Donc c'est OK pour nous. Jean-Pierre, est-ce que du coup, tu souhaites poser ta question? Ah, on ne t'entend pas, Jean-Pierre. Tu es en train de parler, mais on ne t'entend pas. Est-ce que je peux rallumer ton micro? Non, je ne crois pas. Demander. C'est bon? Réactive le son. Voilà, c'est ça, c'est mieux. C'est bon, Jean-Pierre, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, moi, je voulais simplement soulever un problème qui a été un petit peu évoqué sur la fin, là. C'est que la prospective, on se projette sur l'avenir avec différentes alternatives, et on le fait plus ou moins bien. Je pense que comment il s'appelle, Pascal en a donné des pistes. Mais en fait, il y a un problème encore plus fondamental dans la prospective, c'est à quel moment on passe à l'action et on l'applique. Même si on a raison, on a plein d'exemples où les gens se sont trompés. Par exemple, l'industrialisation en France, par exemple une grande entreprise téléphonique qui n'existe plus. Donc, on a plein d'exemples de prospectives qui ont abouti à des gros échecs. Mais même quand on a raison sur la tendance, sur l'analyse, le problème fondamental reste: je ne dois pas le faire ni trop tôt,
ni trop tard. Et ça, c'est la grosse difficulté je dirais, auquel on doit faire face quand on fait de la prospective. C'est clair? Oui, oui. Alors, effectivement, la question de la temporalité, c'est quelque chose qui est assez essentiel sur deux points. Je l'ai partagé au début, hein. Il y a d'une part la question de l'échéance de projection, la distance à laquelle on se projette. Si on se projette trop loin, on est dans un domaine plutôt de créativité, d'imagination, et donc de se mettre à penser différemment. C'est utile, hein, c'est très, très utile, mais on s'éloigne un petit peu de la capacité d'action. Ça sert plus à révéler la nécessité de se mettre en mouvement que vraiment de l'action. Et si on est sur une échéance trop courte, en fait, c'est trop près du présent et c'est complètement absorbé par les plans stratégiques et ce qui est déjà dessiné, dessiné par les stratégies des organisations. Donc là, il y a une première question qui est l'échéance de projection pour que ça soit suffisamment interpellant, parce que différent, mais plausible pour qu'on se dise ah ouais, si je ne m'en occupe pas, il pourrait se passer quelque chose. Donc on a une première question sur la temporalité autour de ça. Et ça c'est pas super évident, hein. Plus on s'éloigne, et quand je dis plus on s'éloigne, dès qu'on dépasse 5 ans, pour plein d'acteurs, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile à faire. Donc là, il y a un petit souci endogène. Le deuxième point, celui que vous évoquez, c'est admettons qu'on a fait ce travail-là et qui révèle qu'il y a une opportunité, un potentiel d'action. À quel moment agir? Alors ça, on en parlera un petit peu, on en parlera aussi dans la deuxième session, autour des cycles, notamment les cycles d'innovation. Mais pour faire très simple, ça renvoie à la nécessité d'écouter ce qui se passe à l'extérieur de l'organisation en permanence pour être capable de détecter les mouvements qui se passent et à quel moment ils se passent. Vous avez par exemple le digital, donc l'économie numérique d'aujourd'hui, quelque chose de long terme. Pour le digital, c'est 12 mois, 18 mois. Le court terme, c'est 2 mois. Pour les industries lourdes comme l'électricité ou je sais pas, le BTP ou des choses comme ça, le long terme, c'est en dizaines d'années. Et le court terme, c'est 3 ans. Donc, on a aussi cette différence-là, hein. C'est-à-dire que suivant les secteurs, la capacité à prendre des décisions pour l'action, elle ne nécessite pas la même réactivité. Donc, ça veut dire que pour prendre une bonne décision, encore une fois, le leader éclairé, ça va aider quand même, singulièrement, et la capacité à se projeter à différentes échéances de temps pour mesurer en fait le degré de maturité de ce qui est annoncé et donc prendre une décision. Mais il ne faut jamais perdre de vue que la prospective, c'est impossible. Ce n'est pas une prévision. Ce n'est pas « il va se passer ci ». La prospective, c'est « il pourrait se passer ça ». Et donc, je fais un pari. La question, c'est effectivement, comme vous le dites, de mettre les watts à un moment où ça a un peu plus de chances de se faire. Moi, mon expérience, elle me dit que c'est un arbitrage entre des faits qu'on sait rendre tangibles qui se passent dans le monde réel, donc des signaux faibles, des tendances, des choses qui sont mesurables, d'une part, et puis, et ça, malheureusement, c'est intangible, c'est la capacité d'un décideur à y croire. Et là, on part en parler, faire de la médiation. Okay. Voilà, c'est compliqué. Oui, non, je sais que c'est compliqué. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il y avait Richard qui avait une question. Vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Oui. Ma question est relative à la formation et au métier d'ingénieur en général. Quand j'ai commencé mes études à l'INSA, la question de l'énergie ne se posait pas. Tout était fait comme si l'énergie était gratuite. Il y a eu ensuite, j'ai travaillé dans le BTP
Et la règle, c'est on applique la réglementation, on applique les normes et on n'en sort pas. Donc, même en constatant que les choses ne pouvaient pas fonctionner comme ça, ni d'un point de vue strictement théorique, c'est-à-dire que un bâtiment ou une construction génère des coûts d'entretien, génère génère des coûts d'énergie et à l'évidence, il faut que ce soit pris en compte. Et ça n'était jamais pris en compte en tant que tel, puisque le coût de l'énergie était bas, voire considéré comme gratuit. Et chaque fois qu'on essayait de mettre la question sur la table, c'est pas l'ordre du jour, c'est pas le moment, voire on pose des questions idiotes. Grosso modo, ça a toujours été ça. Pourtant, le rapport du MIT de 1972, tout le monde était censé l'avoir lu. Et je constate que 40 ou 50 ans après, on est toujours dans ce même paradigme. On fait comme avant. On fait comme avant. Les normes ont à peu près évolué comme zéro, parce que ce que je vois aujourd'hui même dans les lotissements, où on a quand même une capacité de création, une liberté de création qui est importante, que ce soit dans les bâtiments publics, c'est toujours la même chose. On fait comme si l'énergie était gratuite ou quasiment gratuite. Et donc aujourd'hui, ça commence à nous frapper à la figure. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire en matière de prospective, mais il me semble que les habitudes sont tellement ancrées et les normes sont tellement figées que je ne vois pas comment aujourd'hui on peut faire quelque chose en matière de prospective, ne serait-ce que sur ce sujet. Mais enfin, il a quand même un impact sociétal gigantesque, notamment puisqu'effectivement, construire des gares, par exemple, comme le fait la SNCF en pleine campagne, ça génère des coûts de transport absolument faramineux. Bon, et ils sont très contents. Il y a donc je peux prendre des exemples multiples. Et donc, manifestement, il y a quelque chose qui n'accroche pas. Hein. La prospective, c'est Eiffel. Hein. Voilà, merci. Oui, je pense que merci Richard. Je pense que votre propos en fait éclaire assez bien la nécessité de penser les choses de façon non seulement pluridisciplinaire, mais aussi de façon, je l'ai évoqué plusieurs fois, systémique. Donc, pluridisciplinaire, ça voudrait dire, par rapport à un projet quel qu'il soit, on va mettre le champion de la technologie machin, l'économiste, le politique, le sociologue, etc. Bon. Donc ça, c'est pluridisciplinaire. Mais quand vous avez fait ça, vous avez juste mis côte à côte des gens. Ce qui est aussi nécessaire, c'est que l'économiste entende ce que le sociologue lui dise comme ayant un impact sur sa discipline. Et c'est cette pensée-là, je pense, qui est la principale cause de la description de situation que vous avez faite, qu'on peut partager assez bien, qui est que en fait, on forme des gens de façon disciplinaire. Voilà. On forme des gens de façon disciplinaire, mais on les forme pas dans une logique, comme je l'évoquais tout à l'heure, société-centric. Donc, former quelqu'un qui va faire, je sais pas, construire un bâtiment ou développer un moteur électrique, sans lui donner également l'attrait à considérer l'usage qui va être fait, donc la dimension sociologique, mais aussi l'acceptabilité qu'il peut y avoir, par exemple, sur les questions environnementales ou des choses comme ça, bah, c'est voué en fait à faire perdurer cette pensée un peu en silo. Donc, je serais un petit peu moins, comment dire, un peu moins pessimiste que vous sur le fait qu'on n'y arrivera jamais. Je pense que c'est un des enjeux justement des formations. Alors là, on est à l'INSA, mais ça vaut aussi dans les business schools et un petit peu partout, de donner plus de place aux questions des sciences sociales
pour ceux qui font plutôt des études en sciences et techniques et inversement, et d'amener à ce qu'il y ait de plus en plus de travaux où on réfléchisse avec cette dimension un petit peu globale en regardant le système et en tirant les ficelles et se rendre compte qu'on ne peut pas résoudre la question avec uniquement le champ d'implication de telle ou telle discipline. Si je prends un sujet comme la pollution atmosphérique, on peut dire la question de la pollution atmosphérique, ah bah oui, c'est le problème des voitures, par exemple, pour faire très basique. Hein. Ah bah c'est le problème des voitures. Ah non, la pollution atmosphérique, ce n'est pas que le problème des voitures, c'est aussi le modèle socio-économique dans lequel la France, les villes sont depuis des dizaines d'années. Donc le modèle qui amène 80% des gens dans les villes va inévitablement générer des externalités du type de pollution atmosphérique. Donc ce n'est pas juste une question de voiture ou de mobilité, c'est toute une question d'aménagement du territoire. Et derrière la question d'aménagement du territoire, c'est toute une question de politique ou d'influence économique que le pays veut avoir dans sa plaque régionale, l'Europe ou dans le monde. Et donc, on voit bien que quand on commence à réfléchir comme ça, on se dit « oh là là, c'est très, très compliqué ». Et comme c'est très, très compliqué et qu'on ne veut pas se faire mal à la tête, parce que ça voudrait dire qu'il faut mettre à la même table un sociologue, un économiste, quelqu'un de la Cour des comptes, je sais pas quoi, et qu'évidemment, ils ne vont pas se parler facilement parce que chacun est dans sa langue, c'est très compliqué. Mais si on n'essaye pas de faire ça, et voilà, je pense que le modèle initial de l'INSA, il cherchait à faire ça, au moins sur le champ des sciences et techniques. Il cherchait à faire ça, et je pense que c'est un modèle qui prend tout son sens dans le monde d'aujourd'hui, comme vous l'avez bien décrit. Donc, ce n'est pas parce que depuis 40 ou 50 ans, on n'a pas trop réussi à faire, finalement, à concrétiser de façon complète la vision de Gaston Berger, que c'est pas un objectif qu'il faut poursuivre. Encore une fois, je vous redonne l'exemple de ce que je mentionnais tout à l'heure. L'école de management de Lyon, depuis 3 ans, il y a un super cours qui est fait par un enseignant qui s'appelle Thomas Gauthier, qui est super, où il met les étudiants en situation de résoudre des vrais cas avec des entreprises pour justement les confronter à cette réalité de la vision prospective. Bon, si l'EM Lyon, c'est pas des Pink Floyd, quoi. Ils ne font pas ça pour se faire plaisir. Hein. Donc, s'ils enseignent ça à leurs étudiants, c'est qu'il y a une réalité derrière dans l'attente des organisations et des entreprises. Donc, ça veut dire que, voilà, moi, je pense qu'il faut un petit peu croire à ça. La tentative sur laquelle notre école est depuis quelques années avec le champ des DRS, développement durable et responsabilité sociétale, c'est plutôt une bonne chose. C'est peut-être un peu tardif, parce que le développement durable, c'est quand même un vocabulaire qui a plus de 25 ans maintenant, mais ça montre quelque part une intention de regarder les choses un petit peu globalement. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Donc, je serais un petit peu moins pessimiste. En tout cas, c'est un enjeu pour les formations les plus avancées d'embarquer là-dedans, à mon sens. Voilà. Ce n'était pas vraiment une question, donc ça, voilà, c'est juste un partage de vue, quoi. J'ai pu travailler déjà à l'INSA sur la sociologie et j'ai continué après au niveau des organisations diverses dans lesquelles j'ai été, avec les pratiques ou les théories de Michel Crozier, également ensuite avec la mise en place de nouvelles structures, avec selon les principes développés notamment par Jacques Mélez. Et donc, il y a effectivement la possibilité, et ça, je suis toujours reconnaissant à l'INSA de m'avoir ouvert l'esprit là-dessus et d'avoir pu travailler avec diverses approches de l'entreprise, aussi bien donc la partie purement bureau d'études ou calcul que la partie management et adaptation, changement, évolution des structures d'entreprise. Donc ça, je crois que c'est, si on peut en tirer quelque chose, il y a là un modèle qui est
qui est à conserver. C'est évident que ce n'est pas une hirondelle qui fera le printemps. Alors, l'INSA a une certaine notoriété aujourd'hui, mais malgré tout, il y a aujourd'hui des pesanteurs qui font que les entreprises sont dans un carcan assez étroit. Et l'EM Lyon, si vous parlez de l'EM Lyon, j'y connais aussi du monde, et l'EM Lyon forme des gens pour aller en entreprise, et donc dans des entreprises qui généralement visent le relativement court terme. Et statistiquement, mon ami Jacques Verdi me l'a rappelé il n'y a pas longtemps, dans les grandes entreprises, CAC 40 et autres, il n'y a pas plus de 10% d'ingénieurs. Donc on est partie minoritaire de toute façon. Donc c'est ça aussi une réalité. Ben, écoutez, je pense qu'on est arrivé à la fin de toutes les questions. Merci aux dernières personnes qui sont restées jusqu'au bout parmi nous. Pascal, je te laisse le mot de la fin. Du coup, merci en tout cas pour cette belle présentation et ce moment d'échange avec les différentes questions. Patrick est parti. J'aurais bien aimé qu'il pose ses questions parce qu'il a posé plein de questions encore dans le chat, tu verras. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas. Moi, je te remercie en mon nom et au nom de toute l'équipe de Dacher. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Merci Camille. Écoutez, je vous souhaite voilà, une bonne fin de soirée qui est déjà un petit peu avancée. Et j'espère retrouver une bonne part d'entre vous pour la deuxième session qui parlera un petit peu plus concrètement de quelle forme ça peut prendre et comment est-ce qu'on s'y prend pour faire exister ces approches-là dans le monde de l'entreprise. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Pascal, je ne sais pas si tu veux qu'on reste ensemble, si tu veux. Ouais, on peut faire un petit point. Ouais. Ouais. Alors, j'arrête l'enregistrement.